Deuxième partie de notre émission ce matin avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios territoriales réparties en France et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct ce matin sur ce plateau, c'est Renaud Muselier. Bonjour Renaud Muselier, vous êtes président de la région Sud et je rajoute Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour. Parce qu'il y a une nouvelle appellation. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin pour vous interroger à mes côtés. Marcelo Vesfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Cyril. Et Fabrice Vesser-Redon pour le Dauphiné Libéré, dit-on. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Votre interview, Renaud Muselier, sera retransmise sur tous les sites internet de la presse quotidienne régionale en vidéo à partir de 10h30 ce matin. Renaud Muselier, l'actualité, c'est les auditions qui vont continuer au Sénat dans l'affaire Benalla. Hier, on a appris 4 passeports, un téléphone crypté, audition des ministres, pas des moindres, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. C'est quoi? C'est la défaillance d'un homme ou d'un système, selon vous? En tout cas, c'est un feuilleton, hein, donc on a la série 2, là. Avec Benalla, on en découvre tous les jours. Le garçon est manifestement intelligent. Il réussit à avoir la confiance du prince, du roi, et il en abuse. Donc c'est un abus de confiance de quelqu'un qui est très intelligent, Benalla, et quelqu'un qui est abusé tout en étant tout aussi intelligent, qui est le président de la République. Et donc là, on a un enchevêtrement de défaillance parce qu'on n'a pas respecté simplement les procédures. Monsieur Benalla n'avait pas les compétences pour accéder à des responsabilités qui lui ont été confiées, et il en a abusé. Donc forcément, on en découvre au fur et à mesure, mais je dirais que c'est vraiment de la part du président de la République une absence de discernement sur le choix de son plus proche collaborateur. Dans nos familles politiques, nous avons tous des Benalla potentiels, et il faut faire toujours très attention à ne pas leur confier le pouvoir ou des accessions au pouvoir, puisqu'ils, naturellement, ils n'ont pas été formés pour ça, ils n'ont pas la compétence pour ça, et ils en abusent parce qu'ils peuvent se permettre de donner des ordres à des personnalités en face qui ont des responsabilités importantes, et il abuse de cette zone grise. Marcelo Vesfred. Renaud Muselier, qu'est-ce que vous attendez maintenant de la commission d'enquête? Parce qu'elle ne va pas tarder à faire son rapport et elle fera des préconisations. J'attends rien, je sais pas du tout ce qui va se passer. La réalité, c'est que c'est vraiment un problème de discernement des hommes. Et c'est Vous attendez rien, notamment de cette commission qui est dirigée par l'un de vos camarades des Républicains, Philippe Bas? Je suis très content que M. Bas préside remarquablement cette commission, parce qu'à l'Assemblée nationale, ils ont arrêté. Les sénateurs ont raison. Les sénateurs ont raison d'aller au bout de leur démarche. Bien sûr dans cette qu'ils ont commission raison. d'enquête. Parce que on ne peut pas demander la transparence totale partout, tout le temps, et laisser des choses comme ça qui se passent dans la République. Ça dévalorise d'un côté les élus, d'un côté la puissance républicaine dans le cadre du fonctionnement de la République. Et donc là, on a un individu qui s'est glissé à travers toutes les mailles du filet. Et en tout cas, le Sénat a fait son boulot, pendant que l'Assemblée a refusé de le faire. Donc tant mieux. Et au moins, on va jusqu'au bout. Et on voit bien qu'on risque d'aller encore plus loin pour le prochain coup. Donc ça permettra d'éviter ce genre d'opération pour la suite. D'ailleurs, l'Élysée a pris les mesures nécessaires, normalement, pour que ça ne se renouvelle pas. Par contre, ils n'arrivent pas à purger le passé. Alors, dans l'actualité, il y a aussi le lancement du grand débat national. Est-ce que vous, comme responsable, comme élu, vous allez organiser des réunions, mettre par exemple à disposition des locaux du Conseil régional? Vous savez, nous, à la région, je dirais que le débat, on le fait toute l'année, mais aujourd'hui, on a... Vous allez jouer le jeu? Oui, je joue le jeu, parce que de toute façon, on a été martyrisés, humiliés par le président de la République, nous, présidents de région, abandonnés, maltraités, comme les présidents de département, comme les maires de France. Et aujourd'hui, on nous explique que maintenant, c'est par nous que ça doit passer. En fait, il organise un grand show pour lui, il revient comme dans le cadre de la campagne présidentielle, pour refaire valoir son ego ou la performance de son talent. Mais pour autant, on n'est pas dans une campagne présidentielle, là. On est dans une organisation d'un calme républicain qu'il faut rétablir pour pouvoir avoir de l'action. Et aujourd'hui, le président de la République nous organise un échange. Cet échange, c'est plutôt son show, avec des carnets de doléances qui reviennent. Nous, on y participera avec nos propositions, comme nous le faisons d'ailleurs au niveau des régions, et comme nous l'avons fait d'ailleurs avec le président du Sénat, avec l'appel de Marseille qui a eu lieu en septembre, où on nous dit respectez-nous, tenez compte de notre proximité, travaillez avec nous, et on n'a jamais été écouté ni entendu. Donc, dans cette démarche,
les régions participeront, oui, en tout cas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette belle région sud, apportera sa contribution. Est-ce qu'on sera écouté? C'est encore autre chose. Renaud Muselier, vous parlez de show, vous parlez d'ego. Est-ce que quelque part, ça n'est pas aussi le rôle du président de la République aujourd'hui, dans la nouvelle ère politique, d'être parmi les Français? Bien sûr qu'il faut être parmi les Français. Enfin, il y retourne au plus près sur un territoire choisi pour se protéger quand même. Il est dans le entre-soi. Même si la performance, il faut la saluer avec les élus qui sont en place. Par rapport à la réunion en Normandie, oui, c'est ça. Vous faites référence. Oui, là on voit bien. Mais il fallait le faire avant. C'est avant qu'il fallait qu'il soit en contact. Il a été en contact pour gagner les élections présidentielles. Il a organisé son mode de gouvernance en s'excluant de tout, puisqu'il était tellement fort qu'il a gagné contre tout le monde et contre l'avis de tout le monde en faisant une surprise générale. Bravo, respect. Mais maintenant, après, il faut qu'il travaille. Et là, il a abandonné tout le monde. Il a abandonné tous les corps intermédiaires, tous les syndicats, tous les systèmes qui font en sorte que dans ce pays, il y a un échange, une respiration républicaine. Il a laissé tomber. Il s'y remet. Mais c'est un peu tard parce que le pays a été bloqué, parce qu'on voit bien qu'il a, par son action politique, créé un nouveau mode de contestation absolument incroyable. C'est-à-dire ce genre de manifestation sans chef, sans organisation, sur la totalité du territoire, on ne l'a jamais vu dans le monde. Voilà. Alors, il bouge quand même sur le fond, vous ne pouvez pas le nier. Sur les 80 km/h, par exemple, sur la limitation de vitesse, on sent bien que ça va être modifié. Est-ce que là-dessus, sur ce point précis, vous dites bravo? Mais on lui avait dit, tous, qu'il ne fallait pas le faire. Donc ça va poser un problème d'abord parce que financier, parce qu'on a refait des panneaux partout pour les mettre partout, donc parce que c'est sympathique ces histoires, ça coûte de l'argent finalement à la sortie. Et puis ça va pas faire plaisir forcément à son Premier ministre, qui s'était impliqué de façon personnelle très importante dans cette affaire-là. Donc c'est tenable pour le Premier ministre, tout ça, cette situation, avec un président de la République qui redescend dans l'arène politique, qui va certainement être obligé de revenir sur un certain nombre de mesures qui ont été même soutenues par le Premier ministre lui-même. C'est la difficulté de l'exercice de ce grand débat. On ne sait pas très bien comment on l'organise en fait, parce qu'on a vu qu'il y avait, on ne sait pas très bien qui l'organise, qui va coordonner tout ça. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. C'est parti, très bien. Mais et je pense que c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait cet échange, parce que ça permet de rappeler un peu des choses pleines de bon sens qui avaient été oubliées. Très bien. Mais le problème, c'est la sortie. À la sortie, qu'est-ce que vous avez comme option? Vous n'en avez pas 50. Et là-dedans, si vous revenez sur la politique générale de la France, puisque s'il n'y a pas de tabou, si on peut parler de tout, si on va sur tout, ça va donner quoi? Ça va donner un référendum, ça va donner une dissolution comme certains le veulent, un remaniement, il faut une réponse politique à une crise politique. Et entre-temps, bien entendu, il y a une meilleure perception du terrain qui est demandée par nos gouvernants et qui me paraissait essentielle, puisqu'ils avaient oublié le bon sens, c'est-à-dire c'est quand même avec le peuple français qu'on travaille et c'est pour lui qu'on le fait. Vous avez des inquiétudes pour samedi, l'acte 10 maintenant des Gilets jaunes violents? Oui, bien sûr, j'ai des inquiétudes parce que, ayant beaucoup manifesté quand j'étais jeune, je sais que tous les braves gens qui manifestent se radicalisent au bout d'un moment parce qu'ils estiment que c'est par la violence qu'on peut y arriver. Et quand vous rentrez dans ce processus qui a déjà été en partie engagé, on se retrouve avec des braves gens qui sont pris par des vrais casseurs et qui se retrouvent dans une situation de spirale infernale qui est assez dangereuse, et donc ça m'inquiète quand même, oui. C'est Renaud Muselier, le président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Renaud Muselier, quasiment tout le monde le sait, vous êtes l'initiateur de cette fameuse cagnotte au profit des forces de l'ordre, qu'on a opposé d'ailleurs à cette cagnotte faite pour le boxeur qui a agressé la police. 1 428 000 euros, me dit Marcelo Westfred, les derniers chiffres, 50 000 donneurs. On a compris pourtant que cet argent allait aller à l'amicale de la police, considérée comme proche du syndicat Alliance. Alors, question, est-ce que cet argent ira à la police dans son ensemble, dans son entier, ou à ce syndicat Alliance, ou une association qui lui est proche, dont on dit que vous êtes vous-même proche? Oui, alors on fait des amalgames surtout. Cette cagnotte, je l'ai créée par réaction. Face à la cagnotte pour soutenir le boxeur qui avait frappé le gendarme. Par réaction par rapport à toutes les violences que j'avais pu voir pendant toutes les semaines, ce week-end après week-end. Et donc cette cagnotte, c'est le citoyen Muselier qui s'est levé, qui a dit maintenant ça suffit, moi aussi je veux faire le match. Et finalement cette indignité silencieuse, elle a été partagée, collective, et c'est près d'1,5 million d'euros qui alors, qui va en bénéficier? Alors justement, donc comme on misait au départ, quand on a lancé ça, entre 200 et 250 000 euros, c'est pas la même chose quand on a 1,5 million.
1,5 million à gérer. Donc j'ai une réunion tout à l'heure avec l'association. L'association, c'est l'association de la police nationale, mais qui regroupe, dans le cadre de son comité d'entraide, les policiers, les gendarmes et les pompiers. Et donc, toutes les forces de l'ordre. Toutes les forces de l'ordre. Et ça dépend du ministère de l'Intérieur. Bon. Quand je suis allé avec eux, je ne savais même pas qu'ils étaient avec Alliance, moi. Enfin, qu'ils avaient des liens. Mais qu'est-ce qui va se passer à cette réunion tout à l'heure? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai aucun lien syndical, je ne fais pas du syndicalisme. Ça va être clair, on va ouvrir un compte spécifique, visé par un expert comptable, avec un huissier, et on va organiser le dispositif de façon à ce que ce sont les blessés des manifestations qui soient directement bénéficiaires de ces montants financiers très importants. Et on va mettre en place tout à l'heure le processus, une fois que la cagnotte sera arrêtée, c'est-à-dire, j'espère, le plus tôt possible, c'est-à-dire à la fin des manifestations, de façon à ce que l'on puisse avoir des moyens financiers pour aider ceux qui ont été blessés dans les forces de l'ordre. Donc tous ceux qui veulent cotiser pour aider les forces de l'ordre, ça sera clair, transparent, net et précis, et qu'ils ne se gênent pas. Vous faites un appel. Oui, mais je continue, parce que, vous savez, quand vous êtes policier, vous en prenez plein la gueule sans arrêt, comme ils l'ont eu, comme ça allait arriver, et de se retrouver avec une cagnotte contre eux pour le boxeur, la nôtre de cagnotte leur a fait chaud au cœur. Voilà. Donc, mais quelque part, cette politique des cagnottes, là, presque cette mode des cagnottes, on dirait. Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse quand on doit monter une cagnotte pour soutenir les forces de l'ordre? Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse? Je dirais presque une faiblesse régalienne. Peut-être. Peut-être. Moi, ça a été une réaction de citoyens. C'est même pas le responsable politique. C'est peut-être que la cagnotte fonctionne bien parce que j'ai la réputation d'un homme honnête, sérieux, travailleur, et donc ça donne la crédibilité à la démarche. Mais pour autant, c'est vraiment une démarche de citoyen révolté. Voilà, j'étais révolté par ce que je voyais. Et alors, est-ce que c'est une faiblesse de l'État? Quand vous voyez quand même ces images qui sont diffusées à l'international, où vous avez ces trois pauvres policiers qui fuient sur leur moto face à une horde sauvage qui quand même veut les, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais enfin, manifestement pas du bien, et les frapper. Quand on voit toutes les images qu'on a eues de violence, de cette espèce de guerre urbaine, civile, difficile à traiter, c'est une défaillance régalienne, c'est sûr. Pour autant, je rends hommage aux forces de l'ordre, au ministère de l'Intérieur, qui a essayé de faire son travail du mieux que possible. Avec la politique, Marcel. Oui, Renaud Muselier, vous êtes membre des Républicains, et or le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, est en train d'imposer à la tête, comme chef de file des Européennes, un jeune homme peu connu des Français, voire très inconnu, un élu de Versailles, un jeune philosophe, François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est le bon choix? Je ne connais pas ce garçon, j'ai jamais passé une de ses conférences. C'est un peu embêtant, non? Il est philosophe de Versailles. Moi, je suis député de Marseille, donc je ne connais pas ce garçon. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait un discours très pro-européen. Vous savez que je suis député européen sortant. Je vois dans les sondages que notre famille politique n'est pas forcément très bien placée, alors que je vois que le Front National est plutôt très bien placé. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait fallu un profil plus expérimenté. Moi, je conteste. Vous s'en gênez quand même, hein, là. Je conteste le nouveau monde, moi. Moi, je conteste le nouveau monde parce que moi, je suis pour l'expérience. Voilà, l'expérience se construit au fil du temps, notamment en politique, et on voit très bien que quand on manque d'expérience et qu'on n'est pas entouré de gens expérimentés, on dit quelques bêtises et on en fait en plus. C'est un mauvais choix. Et donc, je n'ai pas dit que c'était un mauvais choix, je dis que c'était un choix qui répondait à un certain nombre de critères. Dans ces critères, manifestement, il est très difficile d'avoir le candidat parfait. Quand on a avancé le nom de M. Leonetti, on nous expliquait qu'il est trop âgé. Maintenant, M. Bellamy, on va nous expliquer qu'il est trop versaillais. C'est très difficile d'avoir un choix optimum. Mais moi, je suis plutôt aussi, je reviens sur le fond, notamment sur l'Europe. L'Europe fait rêver personne n'est capable d'en parler, et le grand débat va peut-être escamoter le débat européen, ce qui est quand même incroyable dans cette période-là. Et j'espère que notre candidat, si c'est lui, écoutez, on verra sur quelle base il se prend. J'ai beaucoup écouté ce qu'a dit M. Larcher à son propos, ça m'intéresse. Qui était assez sceptique, oui. Oui, qui le connaît. Fabrice Vesser, ça, il est des Yvelines. Aujourd'hui, il faut faire des choix, il faut que la droite fasse des choix. Pour vous, c'est qui le patron de la droite aujourd'hui? Le patron de la droite, c'est celui qui a été élu lors des élections, c'est M. Wauquiez. Voilà, Laurent Wauquiez s'est présenté dans notre famille politique, et il récupère une famille politique qui a perdu des élections présidentielles alors qu'on n'aurait jamais dû les perdre.
Et vous partagez le point de vue de ceux qui défendent aujourd'hui, qui réfutent un Wauquiez bashing? Oui, enfin c'est trop facile ça. Moi je suis beaucoup plus pragmatique et j'essaye pas de monter les uns contre les autres. Les gens, j'essaye de poser les choses en essayant d'avoir une perspective. Monsieur, on aurait dû gagner les présidentielles, on les a perdus. Voilà. C'est ça la réalité. Et donc ça fait forcément un changement général très important. Et pas pour des raisons politiques. Vous ne les avez pas perdus pour des raisons politiques. On les a perdus. On les a perdus. Alors après, il y a une explication de texte multiple et variée, mais on les a perdus, alors qu'on aurait dû les gagner. Et donc à partir de ce moment-là, mécaniquement, comme La République En Marche est arrivée avec un grand nombre de gens inexpérimentés et totalement, globalement incompétents, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, pas du tout implantés sur le terrain puisqu'il n'y a plus le cumul des mandats, et sous l'autorité d'un chef, puisque c'est le président de la République qui les a fait élire, et donc ils sont inexistants. Voilà. Et donc nous, on a la nécessité, comme d'autres formations politiques, de se réinventer, et c'est difficile, c'est clair. Vous nous dites un petit mot des conséquences pour votre région si on se retrouve sans accord sur le Brexit, ce qui est quand même la tendance ce matin. Nous, on a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud, et la région qui est la première destination touristique au monde après Paris. Enfin, la France étant la première destination au monde et Paris la première destination. Et nous avons beaucoup de Britanniques chez nous, puisque c'est la première destination pour les Européens. C'est les Anglais qui viennent chez nous, donc ça a des conséquences. Deuxièmement, hier j'étais à Bruxelles dans la commission de transport. Nous avons réintégré tous les ports français dans les corridors, c'est-à-dire les passages entre le continent européen avec les îles, enfin l'Irlande ou la Grande-Bretagne, de façon à ce que la totalité des ports français soit réintégrée dedans. Donc on a des conséquences lourdes quand même en matière de tourisme et en matière d'échange de marchandises. Renaud Muselier, la question traditionnelle, Marseille, les élections municipales, donc après les européennes bien sûr. Oui, ça me fait sourire, c'est récurrent. Mais chaque fois que vous venez, on n'arrive pas à obtenir de vous un positionnement. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces élections municipales? Est-ce que vous serez candidat d'abord vous-même? Je vous dis chaque fois des choses. L'année dernière, je vous ai dit à la même période qu'il y avait 2 mandats de trop pour M. Gaudin. Oui, d'accord. Bon, c'était quand même pas mal. Mais pour vous, regardez ce qui est arrivé dans l'année, je ne me suis pas trop trompé sur l'état des lieux de la cité. On sent la droite pas particulièrement unie non plus à Marseille. C'est un peu à l'image de ce qui se passe au niveau national. Non, pas du tout. On est globalement très unis, on n'a pas de difficulté. J'ai des problèmes, non pas avec le sénateur maire de Marseille, j'ai des problèmes avec l'organisation de la mairie de Marseille. Parce qu'en tant que président de région, je travaille très très bien avec les autres métropoles, j'arrive pas à travailler la métropole de Marseille. Vous n'avez pas répondu sur la municipale. Donc là, mais c'est pas pour ça qu'on est divisé. Alors vous, mais moi je ne suis pas candidat, je suis président de la région. Et vous ne serez pas. Et vous ne le serez pas. Mais on va voir ce qui se passerait. Ce qui se passera. Donc vous n'excluez pas. Dans la vie politique, il ne faut jamais dire jamais. D'accord. Pour autant, je n'ai pas envie d'être candidat, mais nous avons un risque Front National, nous avons un risque insoumis. Donc moi, c'est plutôt dans la logique, c'est en tant que président de région de cette métropole que j'aime et de cette ville que j'adore, dans laquelle je suis né, c'est ni système ni extrême. Merci Renaud Muselier, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été notre invité politique. Merci Fabrice Vesser-Redon, merci Marcelo Westfred. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Merci. Voilà, Renaud Muselier quitte ce plateau, c'est en direct, et font leurs entrées. Ils reviennent d'ailleurs. Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point, et Jean-Baptiste Forêt, à la Gazette des communes, lui, des départements et des régions, qui les représente ce matin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Juste un petit mot sur, vous avez entendu Renaud Muselier, sur précisément Emmanuel Macron et son attitude, enfin l'attitude de l'Élysée dans l'affaire Benalla. Vous avez entendu le président de la région Sud dire en fait qu'il y avait eu deux formes d'amateurisme un peu, c'est ça? Oui, bah ça c'est pour le moins. On peut, voilà. Après l'enquête le dira, comme dit l'autre, mais c'est sûr qu'il y a un certain amateurisme dans cette affaire et dans son traitement. Ça a été le tournant quand même l'affaire Benalla, parce qu'on se souvient encore d'Emmanuel Macron triomphateur au lendemain de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Enfin, il marchait sur les eaux à cette époque-là, et la cassure s'est produite 2 jours après. On reste sur Emmanuel Macron. Voilà, vous avez vu que c'est un président de région qui, comme beaucoup, voudrait au fond que ça fonctionne, mais reste sceptique. C'est ça l'idée que vous avez retenue de l'interview de Renaud Muselier. Quel lapsus, mon cher Cyril. Ce qui est assez intéressant, c'est le propos de Renaud Muselier à propos du grand débat. C'est un propos qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'élus
Aujourd'hui, ils sont prêts à jouer les facilitateurs, mais pas trop. Ouais. Mais pas trop. Hein. Ils ont quand même un petit peu peur de monter à bord du Titanic. Hein. Ils savent pas comment va tourner ce débat-là, et ils ne veulent pas être entraînés dans la chute, hein, en quelque sorte, par Emmanuel Macron. Il y a un risque ? Non, plus concrètement, je pense que, de la part des maires, surtout, ils ont peur de deux choses. D'abord, ils ont peur de passer un peu pour défendre une politique qui n'est pas la leur. Et ensuite, ils ont peur que les débats se transforment un peu en joute politique. C'est-à-dire que si tous les élus viennent, qu'ils soient interpellés au profit d'Emmanuel Macron. Mais qu'ils soient interpellés par des citoyens. Et puis l'autre risque aussi, c'est qu'on arrive à des... D'ailleurs, on l'a un petit peu vu lors de la rencontre avec les maires normands, c'est qu'on devienne avec des enjeux hyper locaux, et puis ensuite des enjeux, des revendications catégorielles, vous voyez, très locales. Donc il y a quand même trois risques dans cette affaire. Renaud Muselier l'a dit, hein, dans ces débats, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'organisation. Les élus n'aiment quand même pas trop ça en général. Hein. Ils craignent que ce débat vire au grand déballage. Hein. C'est le syndrome de la réunion copropriétaire où seuls les enquiquineurs parlent. Le syndrome de la réunion des copropriétaires. Oui, ils assènent. On a tous connu ça. On a des copropriétaires qui assènent leurs revendications particulières et qui emmerdent tout le monde, hein, pour parler un peu trivialement. Jérôme Cordelet. Non, je trouve l'image du syndrome de l'Assemblée copropriétaire très juste, quoi. C'est sûr. En même temps, il le faut, ce débat. C'est-à-dire que on l'a bien vu avec les maires normands, c'est quand même intéressant. C'est intéressant qu'il y ait des débats qui surgissent un peu partout. Bon, le problème, c'est après un peu de canaliser ce débat. C'est ce que vous mettez en accent, d'ailleurs. Tout à fait. Et Renaud Muselier est un grand élu. Hein. Il est président d'une région importante, PACA, qu'il appelle la région Sud. Et c'est assez intéressant d'entendre son propos sur Emmanuel Macron, parce que depuis l'orée du mandat, Emmanuel Macron a traité ces élus-là comme des va-nu-pieds. Et aujourd'hui, ils ont très clairement... N'exagérons pas non plus. Ils ont envie de prendre leur revanche. Ouais. Il les a traités comme quantité négligeable. Oui. Il ne les a pas associés à la politique, c'était la grande erreur. Il a quand même eu toute une campagne au Congrès des maires de France récemment, pour les réunir ensuite quelques semaines après. Il les a reçus à l'Élysée. Il les a reçus à l'Élysée et tout. Assez tard. Ils ont été malmenés dans les 18 mois du début du quinquennat, certes. Mais ils n'ont pas été traités comme des va-nu-pieds. Je me permets juste de dire c'est comme ça qu'ils le ressentent, en tout cas. Quand on les entend, les leaders de Territoire Uni, c'est-à-dire du club qui rassemble l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Régions de France, ils sont vraiment dans cet état d'esprit-là. Ils veulent se le payer, pour faire très vite. Sur le parti gaulliste, les Républicains. On a senti, Renaud Muselier, un petit peu... on va... quel qualificatif froid à l'idée qu'un jeune philosophe devienne tête de liste aux européennes, et donc une forme de remise en cause un peu de la ligne de Laurent Wauquiez sur cette affaire. Vous avez entendu, Jean Cordelier? Si François-Xavier Bellamy est choisi comme tête de liste, évidemment, on va avoir un affrontement entre plusieurs droites. Hein. Il y a plusieurs droites, et il y a une droite qui est plus populaire qu'une autre. Et c'est vrai que François-Xavier Bellamy d'abord, c'est un visage nouveau en politique, donc ça c'est important, c'est un visage jeune, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur la société, donc c'est intéressant aussi de Sauf que Renaud Muselier prônait l'expérience, ce matin, en disant il faut de l'expérience en politique. Oui, mais il faut aussi de la nouveauté. Donc il faut aussi de l'innovation, on est dans un monde qui bouge, il y a une mutation en cours. Mais le risque, évidemment, avec François-Xavier Bellamy, c'est d'avoir une petite fracture entre une droite populaire et une droite plus élitiste. Jean-Baptiste Forêt là-dessus? Oui, tout à fait. Renaud Muselier a conspué le philosophe de Versailles. François-Xavier Bellamy, oui. Et c'est vrai que c'est peut-être pas de cette façon-là que les Républicains vont renouer avec les classes populaires. Vous parliez de parti gaulliste. Je suis pas certain que les Républicains aujourd'hui soient très gaullistes. On n'est plus du tout dans l'idée d'André Malraux, hein, la fameuse sortie du métro à 18h. Il y a quand même surtout aujourd'hui chez les Républicains des retraités et des gens qui sont à l'aise dans la vie. Un mot sur cette cagnotte. Tout dépend du numéro 2, quand même. C'est-à-dire on peut avoir un numéro 1 et un numéro 2. Un mot sur cette cagnotte. Renaud Muselier a été l'initiateur au fond de cette cagnotte d'argent qui va aller, il a donné des précisions d'ailleurs, qui va aller au fond à aider l'ensemble des forces de l'ordre, les gendarmes, la police et les pompiers, a-t-il dit. Il a dit que c'était une démarche de citoyen au fond.
pas une démarche de politique, mais une démarche de citoyen, vous avez entendu, qui a été fait en réactivité à la cagnotte faite pour le boxeur. Ce qui est bien avec Renaud Muselier, c'est qu'il fait la politique avec ses tripes. Donc ça fera un peu ancien monde pour certains, mais en même temps, ça c'est la vraie politique. C'est-à-dire qu'il il met les mains dans le cambouis. Et donc ça, c'est une réaction de citoyen, mais c'est une très bonne réaction de politique. C'est-à-dire qu'il bondit sur un sujet d'actualité et il essaie de retourner. Vous voulez dire le citoyen, il y a beaucoup de gens qui ont un bon coup politique. Bien sûr, il y a dans une région en plus où il a affaire à un Front National qui est assez fort, un Rassemblement National, qui a essayé d'instrumentaliser cette affaire, puisque ce boxeur serait sympathisant de cette mouvance-là. Oui, c'est une bonne réaction politique. Renaud Muselier, c'est un ancien champion d'arts martiaux. Il ne craint pas le contact. On se souvient d'il y a 25 ans, il était allé se frotter au docker, au gros bras. Il a dit lui-même qu'il avait beaucoup manifesté dans sa jeunesse. Oui, mais il était allé se frotter au docker sur le port de Marseille et ça s'était très très mal passé. Il avait fini à l'hôpital. Alors, le Brexit, un mot sur le Brexit. Vous avez vu que les présidents de région se préoccupent beaucoup de ce qui se passe en essayant de prendre des mesures concrètes. Il a parlé des ports notamment. Vous voyez, Jérôme Cordelier, que les choses n'évoluent pas bien en Angleterre de ce point de vue-là. Comme tout à chacun. Et qu'il y a une grande inquiétude d'un président de région, une région très importante. Il n'y a pas que les présidents de région qui sont inquiets. Il y a tous les Européens et d'abord les Anglais et ensuite les Européens. C'est vrai que là, on a une crise de régime en Angleterre qui est plus forte que... On a souvent parlé de crise politique, de crise de régime en France, mais là, l'Angleterre est devant une crise historique. Donc, la une du Point aujourd'hui, ça tombe bien avec tous les sujets au fond desquels on a parlé dans cette matinale, l'art de négocier. On en a tous besoin. Avec son employeur, ça c'est valable pour vous, avec son conjoint, ça c'est valable pour vous, avec ses enfants, en affaires, en politique, avec ou sans gilet jaune, ça c'est le trait humoristique. Pourquoi une une comme ça, Jérôme Cordelier ? Parce que, je vous dis, on a tous besoin, actuellement d'abord, on a tous besoin d'être diplomate, on a tous besoin un peu dans les tensions multiformes, protéiformes dans la société, on a besoin de négocier, plutôt d'invectiver, plutôt que d'aller au contact ou à l'affrontement. Il faut savoir négocier. D'ailleurs, je salue aussi le dessin excellent. Le corbeau et le renard. Version win-win. Dussault est un dessinateur qui fait beaucoup de dessins chez nous et qui est vraiment excellent. Et là, il fait un corbeau et renard, justement, qui font un peu le corbeau prend un peu la part du renard. Merci, et donc, Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci, Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des communes, des départements et des régions. On regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux. C'est ce qui s'est passé, au fond, dans les matinales d'infos ce matin, chez nos confrères, mais également dans les journaux télévisés, les émissions politiques hier soir. On regarde ça ensemble, on se retrouve après. Oui, il s'est passé quelque chose hier soir. C'était long, mais c'était bien. C'était long, mais c'était bien. C'était bien parce que c'était libre, que les maires ont pu poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Je n'ai pas le souvenir d'un tel exercice, aussi long, aussi direct, aussi en direct. Et je pense d'une certaine façon, monsieur le député, que nos concitoyens ont constaté qu'il y avait un véritable échange. Hier, on a observé, je crois, l'ouverture d'un réel acte 2 du quinquennat. Et ce travail d'écoute va nous permettre d'écrire aussi la suite de ce récit national. Sur la forme, on va être très clair, c'était un exercice réussi. Le problème, c'est que ça ne sera pas l'exercice du grand débat. Parce que dans le grand débat, ça ne sera pas des élus triés sur le volet en face de lui, ça sera des gilets jaunes qui vont exprimer des colères, des inquiétudes, des interrogations. Son parcours le pousse à être assez bon dans cet exercice, mais je ne suis quand même pas dupe de l'opération de communication que représente cet exercice, où les maires, on leur a demandé de mettre l'écharpe tricolore parce qu'il est important de montrer que le président de la République est entouré d'élus au moment où il est extrêmement contesté. C'est une supercherie et je n'ai pas l'intention de la cautionner. C'est la troisième fois que M. Macron nous fait le coup du grand débat. Il a d'abord fait le grand débat sur les Outre-mer. Il ne s'est strictement rien passé, sinon la plus grande insurrection citoyenne qu'on ait vue depuis 30 ans à La Réunion. Ensuite, il y a eu le grand débat sur l'Europe, annoncé à son de pompe. On devait en avoir de tous les côtés. Personne ne s'en souvient. Est-ce que c'est un débat qui a vocation à répondre à la crise des Gilets jaunes? Bon, au-delà du fait qu'on a demandé aux maires d'envoyer leurs questions à l'avance, etc. Vous êtes sûr, ça? Vous êtes sûr? Oui, enfin, c'est ce qu'ont écrit un certain nombre de vos confrères. J'ajoute qu'il avait un deuxième atout, c'est que les gens qui posaient des questions n'avaient pas de droit de suite. Vous êtes journaliste,
journaliste, vous savez très bien que le droit de suite permet d'approfondir une question. Et là, il y a eu des réponses circonstanciées, mais qui, très honnêtement, n'étaient pas les réponses d'un débat. L'important dans le débat, c'est pas la communication, c'est pas l'agitation. Le dialogue, c'est de l'agitation pour vous. Il faut qu'à la sortie, je pensais au revirement, aux provocations un peu du président de la République, au show médiatique. On n'est pas dans un show. Sa force de conviction, son dynamisme, moi, ne m'étonne pas. 7 heures, c'est un record, c'est une performance intellectuelle et physique. Simplement, mon interrogation, c'est que nous avons vu hier presque un candidat à sa succession à la présidence de la République. Voilà, troisième partie de notre émission dans un instant avec Territoire Sénat. A tout de suite.